Alors que les préoccupations sur le climat sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, le Green IT, lui, ne semble être qu'à ses balbutiements. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que personne ne s'en soucie, mais bien que nous sommes très mal outillés pour bien comprendre l'impact de nos systèmes d'information sur l'environnement. Heureusement, les choses changent, même si ça va doucement. Benoît Petit, mon invité du jour, est le fondateur de Hublot, une société de monitoring des services techniques et de leur impact sur le climat. Une conversation qui s'annonce déjà palpitante. Benoît, bonjour, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Green IT, en tout cas tous les sujets se rapportant au Green IT. Donc, tu as créé Hublot. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est pour introduire un peu le sujet? Bien sûr. Hublot, c'est un éditeur de logiciels open source, spécifiquement pour la mesure d'impact environnemental des services numériques. Et donc, c'est, comme dit, un éditeur de logiciels open source, donc on ne se rémunère pas sur le soft qu'on va écrire. Mais derrière, les prestations qu'on va proposer, c'est intégrer ces logiciels pour permettre de mesurer l'impact des services IT sur l'environnement, sur le climat. Ajouter des fonctionnalités spécifiques propres au contexte du client ou accompagner les entreprises pour, une fois qu'on a les métriques d'impact du service numérique, contribuer à réduire cet impact, à réduire la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est un outil qui va monitorer quoi? Une infrastructure, un data center, comment ça se passe? Alors, en fonction de l'impact qu'on va vouloir mesurer, il peut y avoir des approches différentes, mais aujourd'hui, principalement, ce qu'on va faire, c'est de la mesure de consommation d'énergie des serveurs et des applications qui tournent sur ces serveurs. Donc en fait, concrètement, on mesure la consommation d'énergie au processus. Et ensuite, si on veut avoir la, la consommation d'énergie d'une application qui tourne sur ce serveur, on agrège la consommation d'énergie de tous les processus qui correspondent. Et donc on peut avoir voilà, des dashboards détaillés de la consommation par machine ou par application dans, dans une infrastructure. Ok, donc c'est vraiment, tu arrives à avoir cette granularité de descendre au niveau de l'application. Ouais, exactement. On a la consommation au détail par application. Donc effectivement, on peut par exemple intégrer ce type d'approche, ce type de mesure dans une chaîne de CI pour savoir si de la version N à la version N plus 1, eh bien, pour un même tir de charge, un même scénario de test, on consomme plus ou moins que la version précédente. Et essayer comme ça de version en version d'aller vers de plus en plus de sobriété, enfin de moins en moins de consommation et de moins en moins d'impact. Ok, alors c'est quoi le nom de ton outil magique? Alors l'outil qu'on a développé pour la consommation d'énergie s'appelle Scaphandre. Et donc c'est disponible sur GitHub, sur le GitHub Hublot. Ok, qui sera dans les liens de l'épisode. Et comment alors ça marche? D'où ça tire cette métrique ou ces métriques? Aujourd'hui, la principale source de données sur laquelle on s'appuie, ça s'appelle RAPL pour Running Average Power Limit. C'est une technologie qui est embarquée dans les processeurs Intel et AMD. x86 exclusivement aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent a priori sur ARM. Et en fait, c'est une interface avec le processeur qui nous permet qui au départ a été conçu pour réguler la consommation d'énergie du processeur pour éviter une surchauffe. Et le corollaire de ça, c'est qu'on peut aussi simplement récupérer les métriques sans toucher aux limites. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors c'est amené à changer. Hein. Scaphandre, c'est un outil qui a une architecture modulaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur d'autres sources de données à l'avenir. Aujourd'hui, la principale source de données, c'est celle-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont containerisées, mises sur des machines virtuelles. On n'est pas forcément bare métal. Est-ce que ça marche aussi bien sur ce type d'environnement? Ouais, alors pour prendre les choses une chose à la fois, ça marche bien dans un contexte conteneur. On a justement depuis la dernière version une fonctionnalité qui permet en fait d'appliquer des labels aux métriques qu'on va remonter grâce à Scaphandre, de manière à
à récupérer très simplement dans les dashboards, par exemple Grafana, les métriques par pod ou par namespace ou par service. Ça permet d'isoler spécifiquement les métriques qui vont nous intéresser par rapport à l'application qui va nous intéresser et pas avoir besoin de fouiller parmi toutes les métriques qui concernent tous les processus sur les nœuds. Donc dans un contexte conteneur, ça marche bien, que ce soit sur Kubernetes ou dans un Docker Compose, on a la consommation par service Docker Compose aussi. Et ensuite, pour un contexte machine virtuelle, ça marche aujourd'hui dans le contexte où on est sur des hyperviseurs QEMU KVM. Je le précise parce que forcément, techniquement, c'est différent entre QEMU KVM, VMware, Xen ou autres hyperviseurs. Pour le moment, ça marche que pour QEMU KVM, mais donc dans un cloud privé où on a des hyperviseurs QEMU KVM et où on a la main pour installer l'agent sur l'hyperviseur et dans les machines virtuelles, on peut aussi avoir la consommation d'énergie, le détail de la consommation d'énergie par application dans une VM, même si on a X VM, N applications dans chaque VM, on peut avoir le détail de tout du moment qu'on a aussi l'agent sur la machine physique. Ok, donc il faut quand même instrumenter et la machine physique et la machine virtuelle. Ouais. Donc aujourd'hui, la limitation, c'est on le fait facilement tourner sur OpenStack, on ne le fait pas tourner dans Amazon ou Azure. Aujourd'hui, c'est ça, effectivement, le cloud public, pour l'instant, on ne pourra pas utiliser Scaphandre dans le cloud public tel quel, sauf si on utilise des instances Metal. Mais les instances virtuelles, ça ne va pas fonctionner. Et c'est justement le gros sujet de 2022. Donc, c'est prévu de développer une fonctionnalité qui permette d'avoir quelque chose d'équivalent dans le cloud. Mais pour l'instant, ça n'a pas été fait pour le moment. D'accord, ça correspond à quoi? Faut aller discuter avec les cloud providers pour qu'ils implémentent une API spécifique? Alors, ce serait effectivement un très bon scénario que les cloud providers fournissent une API avec les métriques qui nous intéressent. Mais d'avis que ça sera pas pour tout de suite. Il y a des choses qui commencent à arriver, mais on n'est plus sur de l'estimation grosse maille aujourd'hui chez Google ou Microsoft par exemple. Et pour avoir de l'estimation de consommation d'énergie en live, pour le moment, on en est assez loin. Donc en fait, ce qu'on envisage de faire, c'est plutôt de faire de la remontée de métriques système, comme du monitoring classique, d'avoir d'une part une base de données avec une connaissance des machines physiques qui sont utilisées pour les instances virtuelles qu'on va consommer, d'avoir une base de connaissances aussi de benchmark de consommation d'énergie de ces matériels issus de tests précédents, une base de connaissances avec des données antérieures. Et en fait, en mixant tout ça, on peut faire une estimation en continu de la consommation d'énergie, donc qui sera quand même forcément moins précise que quand on fait de la mesure directe avec Rappel, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais ça sera quand même quelque chose de plus précis qu'une estimation mensuelle basée sur la facture cloud ou ce genre de choses, ce qui est pour l'instant un peu l'état de l'art aujourd'hui, même s'il y a quelques exceptions. Donc, tu as parlé de Scaphandre, c'est un projet open source. Aujourd'hui, tu es seul contributeur ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur le projet avec toi? Aujourd'hui, il me semble qu'on est 12 contributeurs en tout à avoir contribué au moins une fois à la base de code. Je suis le seul mainteneur pour le moment, mais on est 12 contributeurs et on a peut-être 5 ou 6 personnes qui sont actives, vraiment actives souvent au niveau du code. Je dirais même que c'est moi qui suis plus lent qu'elle à intégrer les fonctionnalités que la vitesse à laquelle ces personnes proposent des nouvelles fonctionnalités. Donc, tout ça, ça nous place quand même dans le contexte qu'on n'a pas trop évoqué de Green IT. Alors aujourd'hui, si on reprend un peu les enjeux du Green IT, c'est quoi? Alors, ils sont multiples. Le premier objectif sur lequel moi je me suis concentré en démarrant ce projet, c'est le réchauffement climatique. Concrètement, on risque d'avoir des changements drastiques de nos modes de vie et de notre environnement à horizon 2040, 2050, 2060, donc finalement dans pas si longtemps. Et pour amortir ces changements et les rendre les moins difficiles à vivre possible, en fait, il faut que tous les secteurs de l'économie se transforment pour être plus sobre en énergie, plus sobre en ressources consommées, et notamment, vu qu'on parle de climat,
moins impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, on peut prendre le problème du Green IT sous plusieurs angles, parce que le numérique, ça a effectivement un impact sur le climat, non négligeable, mais ça a aussi un impact en termes de consommation d'eau, en termes de consommation de ressources minières et d'épuisement de ressources minières. On ne sait pas si, concrètement, on ne sait pas si en 2050, on aura encore suffisamment de ressources pour fabriquer du numérique comme on le fait aujourd'hui. Il y a plusieurs projections qui montrent que vraisemblablement, on ne pourra plus. Donc voilà, il faut penser aussi à la consommation de ressources, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à faire du numérique pour des choses utiles à l'avenir, et pour pouvoir avoir voilà, une utilisation de ces outils qui sont finalement super importants, qui sont devenus indispensables à la société pour plein de choses. Mais pour pouvoir continuer à s'en servir, il faut prévoir les ressources restantes et pas surconsommer comme on le fait aujourd'hui. Tout à fait. Donc sobriété, et c'est vrai qu'on n'a pas envie de se passer de ces outils numériques qui nous facilitent quand même la vie. Et donc, c'est quelque chose, tu sens qu'il y a un intérêt qui se développe aujourd'hui autour du Green IT? Est-ce que le Green IT commence à avoir un momentum? Est-ce que tu sens de l'attraction de ton côté? Oui, alors après, je suis certainement biaisé parce que forcément, comme je travaille sur le sujet, je suis de plus en plus entouré par des gens qui travaillent sur le sujet. Donc, j'aurais du mal à quantifier ce momentum et peut-être que j'ai une vue biaisée, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment, et il y a quand même des chiffres qui montrent que le sujet prend de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent et que la maturité sur le sujet progresse. Donc, c'est super encourageant. On peut le voir aussi notamment au nombre de conférences techniques qui commencent à adopter des sujets autour du Green IT, alors qu'avant, c'était pas du tout un sujet. Donc oui, je vois quand même quelque chose de très positif en toile de fond là-dessus. Tu parles de communauté, tu parles de personnes, autour de toi. Qui aujourd'hui, sont les acteurs qui sont autour du Green IT? Est-ce que tu vois des grands noms déjà émerger? Est-ce que des Google, des Amazon, des Microsoft, s'y intéressent? Ou alors ça reste, des acteurs plus, petits mais qui peuvent potentiellement être tout aussi impactants? Alors c'est une question compliquée. Ce qu'il faut voir, c'est que la France, assez bizarrement, la France est un des pays les plus en avance a priori sur le sujet. La France est un pays assez actif sur le sujet. On a les noms historiques. On a Green IT, la communauté de professionnels qui travaillent sur la sobriété numérique, qui sont peut-être le premier groupe en France sur le sujet, je pense, qui sont extrêmement actifs, qui ont apporté énormément à ce sujet. On a l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui travaille aussi sur ces problématiques. Et après, on a tout un tas d'organismes. Il y a un organisme dans lequel je suis qui s'appelle Boavista, qui est une association de professionnels qui travaille spécifiquement à la mesure de l'impact environnemental des services numériques. On pourrait en citer d'autres. Il y a aussi des universités qui essayent de faire des ponts entre le monde universitaire et le monde professionnel pour avancer sur ce sujet-là. Et après, on a bien sûr des entreprises qui s'y mettent, mais c'est toujours difficile de situer le curseur entre ce qui a été fourni d'utile par un Google, un Microsoft, qui vont faire des choses parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il faut bien montrer patte blanche face aux clients dans une certaine mesure. Et de l'autre côté, le cloud, c'est bien, c'est vendu comme green, mais le cloud, ça a un effet rebond. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à mettre en parallèle pour vraiment estimer si une entreprise fait des choses positives ou moins positives. Et c'est pas du tout des équations qui sont simples à résoudre. Donc j'aurais du mal à dire telle entreprise apporte telle chose de positif sur le Green IT. Dans les grandes boîtes technologiques qu'on connaît, c'est souvent un trade-off, c'est souvent il y a du positif et du négatif et faut essayer de quantifier le pour et le contre pour savoir où on en est. Ce que j'aurais presque aimé savoir, c'est, je sais, par exemple, Google communique sur le fait qu'ils essaient de faire des data centers verts. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'ils ont une approche communautaire de tout ça. Ils peuvent travailler dans leur coin et ne rien partager sur ça. Donc, ils peuvent avoir leur propre machine, leur recyclage, je sais pas, leur source d'énergie, etc., etc. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'ils poussent vers la communauté quelque chose ou même un état d'esprit qui irait dans ce sens-là. C'est un très très bon sujet ce dont tu parles. Là, le sujet c'est le sujet de l'ouverture des données, des méthodes de mesure et des méthodes pour réduire l'impact de l'IT.
Et effectivement, aujourd'hui, les grandes entreprises qui vont travailler sur ces sujets-là, elles vont travailler pour elles-mêmes, pour leurs propres services, pour se différencier par rapport aux concurrents. Mais là où il y a vraiment quelque chose de très positif à apporter, c'est quand une entreprise va partager les outils qu'elle va créer pour aider à mesurer l'impact des services IT et à réduire cet impact, va partager les données qu'elle aura accumulées pour connaître, par exemple, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication d'un serveur Dell R740 au hasard. Ça, cette donnée-là, à un moment donné, si on veut connaître l'impact d'un service, il va falloir avoir cette donnée. Et si on n'a pas ce données-là sous la main, c'est très très compliqué. Donc une entreprise qui va travailler sur ces sujets-là et qui va publier publiquement, de la même manière qu'on publie un logiciel open source, publier ces données pour qu'elles soient accessibles et aider au sujet de la mesure d'une manière plus globale, va apporter quelque chose de très positif. Si les constructeurs prennent pas le pli de faire ça, est-ce que, tu sens aussi une volonté peut-être plus, des instances gouvernementales, par exemple, de vouloir pousser, essayer de forcer au moins les constructeurs à donner certaines données sur l'impact environnemental? Alors aujourd'hui, il n'y a pas, c'est pas toujours très clair. Il y a des entreprises, typiquement Dell, HP, qui font déjà certaines choses sur le sujet. Elles vont publier des rapports d'impact produit pour avoir l'impact au moins en termes de gaz à effet de serre de la fabrication d'une machine. Mais tous les constructeurs le font pas, donc du coup ça va dépendre déjà de quel constructeur on utilise en termes de serveurs. Et on a effectivement d'un point de vue gouvernemental, finalement en fait l'ADEME, qui est censé être l'organisme qui chapeaute ce sujet-là en France. Et donc, je n'ai pas connaissance d'initiatives pour mettre la pression sur des fabricants en particulier. Par contre, l'ADEME essaye de diriger des initiatives de construction de bases de données sur ces sujets-là. Il y a un exemple en ce moment qui est la base de données Negaoctet, qui est une des bases de données qui a fait le plus de bruit jusque-là, qui est financée en partie par l'ADEME, il me semble. Donc voilà, l'ADEME va pousser des initiatives et des projets qui vont dans ce sens-là, du partage des données et de l'accumulation des données déjà dans un premier temps, pour pouvoir avancer sur la mesure. Mais par contre, je n'ai pas connaissance d'initiatives gouvernementales pour mettre la pression directement sur les constructeurs. C'est plutôt des projets dans lesquels on va essayer d'agréger des données qui viennent de plusieurs constructeurs et de plusieurs types de données différents. Et donc la pression, elle est indirecte, finalement. Mmh. J'aurais aimé savoir aussi si c'est je te demandais tout à l'heure s'il y avait un momentum, mais s'il y avait une traction qui se faisait. C'est aussi parce que le Green IT, en fait, c'est, notre responsabilité individuelle de vouloir de la durabilité. Quand on parle d'impact financier à une entreprise, ça peut lui parler. Bon, certaines entreprises, se fichent de brûler de l'argent, mais la plupart, quand on va leur dire: On te fait économiser sur tes coûts», elles vont être sensibles à cet argument. Par contre, c'est un argument très indirect que celui du Green IT, et de se dire, en fait, c'est pour que la planète, continue à pouvoir porter la vie, à pouvoir à ce qu'on puisse continuer à produire même tout l'électronique, tout ce qu'il nous faut pour voilà fonctionner encore comme maintenant. Et ça, je sais pas si les gens ils sont aussi sensibles que l'argument directement financier, ça te coûte cher. Alors clairement, mon ressenti, qui est pas précis, mais qui est vraiment ce que je vois, pour l'instant, il y a un certain nombre d'entreprises qui se mettent, on va dire, au Green IT, euh, pas pour des raisons de coût, mais vraiment pour l'objectif de base qu'on a évoqué tout à l'heure, donc le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a certaines entreprises qui sont un peu en avance sur le sujet, qui ont compris les choses un peu en avance par rapport aux autres, et que c'est pas forcément l'intégralité des entreprises qui raisonnent comme ça aujourd'hui. Le deuxième argument qui peut fonctionner, c'est effectivement celui des coûts, mais généralement le raccourci qui va être fait, c'est que par exemple il suffit de faire du FinOps, par exemple si on est dans le cloud, pour réduire son impact, et indirectement c'est en partie vrai, hein, c'est pas une mauvaise chose de faire du FinOps, bien au contraire, mais on va pas forcément aller aussi loin que si on a directement en tête des objectifs de sobriété numérique réellement. On va dire que les deux approches peuvent être complémentaires. Et ensuite, il y a un autre volet qui se développe en ce moment, c'est le volet légal, parce qu'il y a la loi AGEC et la loi HAISE qui sont
enfin qui vont entrer en vigueur là en 2022, et qui vont mettre la pression petit à petit. Alors par effet de cascade, hein, ça va pas être tout de suite pour tout le monde de la même manière, mais en tout cas qui va commencer à mettre la pression sur les entreprises du numérique, en tout cas en France, en ce qui concerne leur impact, à commencer par les data centers, la consommation d'énergie des data centers, et le fait qu'ils montrent qu'ils sont dans une amélioration continue en termes de consommation d'énergie, de mesure de cette consommation et de ce qui s'ensuit. Faut quand même compter, enfin avoir un certain optimisme. Moi, je me rappelle aux États-Unis, quand Apple a sorti ses machines où tout était collé, et elle respectait plus justement le label Green IT, voulu par le gouvernement pour pouvoir distribuer du matériel dans les universités. C'est pas Apple qui a changé, finalement, c'est la loi qui a changé. C'est triste, mais aujourd'hui, les intérêts financiers priment encore sur les intérêts écologiques. Oui, bah effectivement, hein, souvent, c'est encore souvent le cas, mais il commence à y avoir, en tout cas à force de pression citoyenne aussi, hein, parce que si on élargit au-delà des services numériques, si on parle du numérique au sens large, il y a une association en France qui s'appelle UP, Halte à l'obsolescence programmée, qui a gagné un certain nombre de procès face aux grands noms de la fabrication d'équipements tech. Et les choses sont quand même en train de changer à force de pression. Il y a Apple justement qui a levé un certain nombre de contraintes de garantie sur les équipements que l'on peut réparer soi-même. Alors on est encore loin d'être dans une situation parfaite parce que les équipements Apple restent encore assez difficiles à réparer par rapport aux autres. Mais en tout cas déjà on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de perdre la garantie instantanément quand on répare un équipement relativement récent. Donc voilà, les choses bougent. Pour garder une note d'espoir, je vois quand même un effet sur le lobbying citoyen, on va dire, au-delà du pur intérêt financier, même si bien sûr, quand on arrive à combiner les deux, ça marche très très bien. Ouais, tout à fait. Bon, là-dessus, c'est vrai qu'il y a de l'espoir. Je pense que de plus en plus de personnes prennent conscience de ça et qu'il y a un réel changement. Je sais pas. Le Covid a joué là-dedans. Je sais pas dans quelle mesure, mais je sais que voilà, il y a une volonté de vouloir faire plus pour son environnement, pour la planète maintenant. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Espérons que ça continue justement dans cet élan. Parlons alors un peu du côté consultance, parce que aujourd'hui tu fournis des outils évidemment qui sont chouettes parce que ça te permet d'avoir des métriques. Et avant de pouvoir changer quelque chose, il faut pouvoir le mesurer, bien évidemment. Mais après, derrière, toi, tu aides aussi les entreprises à faire un virage vers une IT plus green. Comment ça s'opère? Parce que le champ des possibles est assez vaste. Où est-ce que tu opères et comment tu opères? En fait, ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Il y a vraiment plusieurs manières d'aborder le sujet. Déjà, en général, avant de parler de réduction, souvent, il faut avoir des premières métriques pour savoir où on est, dans quelle direction on va. Et avant même de mesurer, en général, on essaie de définir l'objectif de la mesure et l'objectif du projet. Mais ça, ça paraît, ça paraît évident, mais c'est important parce que si on a juste un objectif de communication à la fin du projet sur la réduction d'impact d'un service, c'est pas du tout le même engagement que un projet chiffré sur une infrastructure existante avec un objectif fixé à la fin de j'ai réduit de temps d'émissions de gaz à effet de serre l'impact de mon infrastructure, ou j'ai réduit de temps le nombre de machines commandées tous les 5 ans pour mon projet. Voilà, il y a plein d'indicateurs et plein d'objectifs qu'on peut fixer, et c'est à faire au démarrage. Ouais. Moi, si je peux t'interrompre justement sur cette partie-là, si je suis dans une entreprise et que peut-être sous la pression de mes employés ou par ma propre volonté, j'ai décidé de faire un virage vers le Green IT et je fais appel à toi et que j'ai aucune connaissance dans le Green IT, est-ce que tu peux déjà intervenir à ce moment-là, à m'aider à dire voilà ce qu'il faut mesurer, voilà ce que vous avez, voici les indicateurs que vous pouvez mettre en place. Ouais, bien sûr. Bien sûr, comme je disais, l'idée c'est de passer par la définition des objectifs. Ensuite, en fonction des objectifs qu'on va pouvoir définir ensemble, parce que bien sûr, si une entreprise n'est pas sensibilisée aux différents impacts des services numériques, il va falloir les définir là où on veut arriver. Ensuite, on peut mettre en place de la mesure. Alors,
on en a parlé un petit peu. Si c'est de la réduction de gaz à effet de serre qu'on va faire, on va pouvoir effectivement mesurer déjà la consommation d'énergie, essayer de la réduire. On va pouvoir essayer de voir quel est le nombre de machines qui est qui sont utilisées pour mon service et essayer de réduire le nombre de machines nécessaires pour faire fonctionner le service en faisant appel à des techniques d'optimisation en fonction de l'application qui va tourner, en fonction du contexte, en réduisant le gras numérique, donc en réduisant le gras des applications qui fonctionnent et qui n'ont pas été optimisées faute de temps ou faute de moyens. Il y a plein d'axes possibles qu'on va pouvoir explorer. Et à la fin, de toute façon, c'est quelque chose qui s'améliore en continu. Hein. C'est comme le FinOps. Ça n'existe pas de dire, malheureusement, hein, sinon ça serait trop facile, mais ça n'existe pas de dire, eh bien, je réduis l'impact de mon infrastructure aujourd'hui, et ça y est, c'est terminé, parce qu'on sait très bien que l'IT c'est quelque chose qui bouge tout le temps, les projets s'accumulent, se remplacent, les machines se remplacent ou non, on passe d'un fournisseur à l'autre. Enfin, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Donc l'idée c'est plus de mettre en place aussi une philosophie et une méthode d'amélioration continue sur ces sujets-là, et d'appliquer ces bonnes pratiques tout du long pour avoir l'impact le plus faible possible. Mais alors ton scope, il va vraiment presque du choix du fournisseur d'électricité au choix des machines, à la façon dont on écrit son code. Ça fait très large. Oui, il y a plusieurs axes possibles, effectivement. Alors, si on parle d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement, la consommation, si on parle des émissions qu'on appelle scope 2, donc les émissions indirectes, qui sont pas les seuls types d'émissions. Bon, je le schématise rapidement. Il y a pour les émissions de gaz à effet de serre d'une infrastructure, et même en général, même pas que dans l'IT, ça se définit comme ça. En général, on a trois scopes. Le premier scope, c'est les émissions directes. J'allume le moteur de ma voiture thermique, j'émets des gaz à effet de serre localement, c'est des émissions directes. Le scope 2, c'est les émissions indirectes. Je consomme de l'électricité. Mon PC en ce moment consomme de l'électricité. Il n'émet pas localement des gaz à effet de serre, mais quelque part, il y a une centrale qui fabrique mon électricité qui en émet, émissions indirectes. Et le scope 3, c'est tout ce qui va être lié à la fabrication et au cycle de vie des machines qu'on va utiliser. Et donc, si on se concentre sur le scope 2, sur les émissions qui sont liées à la fabrication de l'électricité qu'on va consommer, par exemple, déployer un service chez AWS en Irlande, ça va pas avoir le même impact que déployer le même service pour le même besoin en France ou en Suède, par exemple, parce que l'intensité carbone de l'électricité fabriquée dans ces pays va pas être la même. Donc pour la même quantité d'énergie consommée, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre potentiellement plus importantes en Irlande, par exemple, où en général on oscille entre 100 et 400 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, alors qu'en France on est plutôt autour de 50. Donc forcément, quand on fait le calcul, à la fin on est plus impactant si on est en Irlande. Mais bon, c'est un exemple, il faut voir ça par rapport au contexte et à l'application. Mais c'est un des axes possibles. Après, effectivement, on va pouvoir essayer d'optimiser comme je disais, en particulier la consommation d'énergie des serveurs, certes, mais aussi le nombre de machines qui tournent. Et en fait, les deux sont liés parce que le fait de montrer à un client la consommation d'énergie d'un parc de machines, ça peut être un déclic pour se rendre compte, pour comparer déjà ce nombre à autre chose, dire ok, mon service sur un mois, il a consommé l'équivalent de ce que consomme 50 allers-retours Paris-Marseille en TGV, par exemple. Déjà, ça permet de se rendre compte et de prendre de la hauteur. Et à partir de là, on peut rentrer dans une démarche de sobriété et se dire j'ai des hyperviseurs, je vois que peut-être que je me suis rendu compte que j'ai 40% de mes ressources de compute et de RAM qui sont finalement pas utilisées parce que j'ai défini des gabarits de machines virtuelles qui sont sursizés pour mon besoin. Au final, je consomme pas toutes les ressources. Et donc, si je rationalise tout ça, peut-être que sur, je sais pas moi, 15 hyperviseurs, je vais pouvoir en éteindre 5 et faire avoir exactement le même niveau de service avec 10 machines. Donc ça va consommer moins d'énergie, mais aussi à la longue, sur le budget qu'on va allouer pour renouveler les machines tous les 5 ans ou en fonction du rythme défini par l'entreprise, et on va peut-être aussi pouvoir renouveler moins de machines, commander moins de machines, garder les machines qu'on a mis de côté pour faire des machines de spare. Voilà, on va pouvoir aussi être plus sobre sur le nombre de machines. Et ça, pour les émissions de Scope 3, tout ce qui est lié à la fabrication et au cycle de vie, c'est super important. Et après, enfin, comme tu le disais, il y a effectivement
des choses à faire sur l'application. Donc par exemple, on peut intégrer la mesure de consommation d'énergie et l'estimation des gaz à effet de serre associés dans une chaîne de CI pour dire de l'application de la version N à la version N+1 pour le même scénario de test qui a été joué, j'ai émis plus ou moins de gaz à effet de serre qu'avant ou j'ai consommé plus ou moins d'énergie qu'avant. Et pousser du coup les équipes de dev et puis les gens qui gèrent le produit à prendre ça comme critère, intégrer ça comme critère à chaque nouvelle version et dans le cycle de release. Donc si je comprends bien, sur le scope 2, donc qui est vraiment la consommation énergétique, c'est des tracks très très similaires avec le FinOps. Finalement, ça pourrait être couplé les uns avec les autres parce que sobriété pour la consommation d'énergie, c'est aussi sobriété au niveau du portefeuille dans ce scope-là. Alors effectivement, les deux peuvent se rejoindre. Même, j'encouragerais même les entreprises qui sont exclusivement sur le cloud public, si elles n'ont pas d'autres outils, pas d'autres méthodes à disposition, déjà de faire du FinOps, ça permet déjà de réduire les ressources consommées, donc indirectement la consommation d'énergie, les gaz à effet de serre, etc. Après, c'est pas forcément directement corrélé. Par exemple, y a Tids, l'entreprise qui fait qui est aussi une régie publicitaire, qui travaille pas mal sur ces sujets-là. Et ils ont sorti un article où ils montrent que avant de se lancer dans le Green IT, ils ont voulu passer par le FinOps et voir quel était le gain potentiel grâce au FinOps. Et donc le gain est là, le gain est certain d'avoir une méthode FinOps bien sûr, mais ils ont remarqué une différence entre les gains qu'ils pouvaient obtenir avec le FinOps et la mesure d'impact réel de leurs instances sur le cloud. Pourquoi ? Parce que par exemple, les spot instances, ça va être un axe d'amélioration pour le portefeuille sur AWS, mais au final, on va pas, les courbes vont pas être corrélées entre le gain financier et le gain environnemental, puisqu'au final, on va avoir des instances à prix cassé, alors que l'impact de ces instances reste le même finalement ou presque que des instances classiques. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas exactement la même chose et il faut pas prendre, du coup j'allais dire pour argent comptant, ça tombe bien, il faut pas prendre pour argent comptant les gains environnementaux que peut apporter le FinOps, mais en tout cas ça peut être complémentaire et l'un peut être un proxy pour l'autre et reste quand même une approche super intéressante. C'est ça, c'est des tracks parallèles, mais c'est vrai que là où on économise financièrement, ça ne veut pas dire qu'on a un impact environnemental pour autant. Si on descend donc au niveau de l'application, tu vas pouvoir avoir des métriques qui vont pouvoir te dire, donc entre deux versions d'application, si on reste avec la même consommation énergétique, si on augmente, si on la réduit. Est-ce que déjà, tu conseilles les développeurs, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à ce niveau-là? Comment on fait une application qui a un bon rendement énergétique? Ah, là, c'est difficile de donner des généralités parce que ça va vraiment dépendre de l'application, de ce qu'elle fait. Ça va un petit peu dépendre du langage, parce qu'effectivement, quand on va avoir un langage interprété, généralement pour le même, si on prend strictement la même application, il y a des benchmarks qui montrent qu'on va consommer un petit peu plus avec un langage interprété qu'un langage compilé, mais bon, je suis pas sûr que ce soit là où il y ait le plus de réduction à avoir, parce qu'on va pas forcément, ça va être un frein supplémentaire si on dit à une entreprise il faut changer tout votre workflow de développement et tous vos usages et le CV de vos développeurs colle pas aux besoins, alors que voilà, je pense pas que ce soit l'axe numéro un. L'idée, ça va plutôt d'être d'étudier le besoin, d'étudier les fonctionnalités développées, d'étudier potentiellement le gain réel pour les utilisateurs de chaque fonctionnalité et de tailler dans le gras. Il y a généralement toujours des fonctionnalités qui ont été développées qui servent beaucoup moins que le reste. Donc évaluer le pour et le contre, quel est l'apport pour les utilisateurs versus le temps de développement nécessaire, la maintenance nécessaire, le nombre de développeurs attachés à chaque fonctionnalité. Il y a notamment une méthode qui est pas directement liée au Green IT, mais que moi j'aime bien appliquer à ces questions-là. C'est les méthodes qui tournent autour des méthodes SRE. Notamment parce que dans les méthodes SRE, quand on va parler de SLI, de SLO, donc Service Level Indicator, Service Level Objective, on va pouvoir définir un niveau de satisfaction client par service, et on va pouvoir mettre ça en parallèle de l'investissement nécessaire pour atteindre ce niveau de satisfaction client. Et donc ça peut être un indicateur qui permet d'aller parler au produit et à la direction pour se rendre compte
voilà, finalement, est-ce que cette fonctionnalité qui est là depuis 3 ans, qu'on maintient corps et âme, qu'on met à jour, alors qu'en fait le nombre d'utilisateurs diminue et diminue et n'apporte pas grand-chose d'un point de vue business, voilà les ressources que ça nous demande pour maintenir cette fonctionnalité. Peut-être qu'au final, il faut faire des choix stratégiques et dire que cette fonctionnalité, on s'en débarrasse au profit de quelque chose de plus simple ou au profit d'autre chose si on voit que les usages ont changé. Ça peut être un axe pour aller explorer le, soit la suppression, soit la simplification de fonctionnalités quand c'est possible. Ce qui est marrant finalement, c'est que ça se télescope avec d'autres méthodologies. Moi, je pense à Lean quand tu parles de ça et pourquoi développer une fonctionnalité qui sert pas et cetera. Donc finalement, penser Green IT, ça pourrait être, simplement penser à des bonnes pratiques pour son code, pour ses machines. Donc que ce soit FinOps, que ce soit Lean, que ce soit SRE, c'est finalement on a tout ça déjà qui est prêt et c'est en s'appuyant là-dessus qu'on arrive à avoir un impact aussi sur, l'environnement. Bah, je suis d'accord. À mon sens, il y a déjà plein d'outils qu'on peut appliquer à ce sujet-là pour faire mieux. Peut-être que ce qui manque encore le plus, bah, c'est justement la mesure, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de ressources IT consommées, de machines consommées, mais on a plus de mal encore à parler d'impact environnemental et d'impact sur le climat par application. Ça commence à prendre, hein, il commence à y avoir de plus en plus d'outils, de plus en plus de bases de données, mais voilà, ça progresse doucement. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, bah, on peut clairement aller piocher dans la palette d'outils et de méthodes qui existent déjà et qui sont très bien documentées, que ce soit bah, aussi les méthodes DevOps et l'automatisation qui permet de passer à l'échelle automatiquement sur une infrastructure plutôt que d'avoir 300 machines physiques qui tournent toute l'année pour anticiper un pic de charge qui arrive tous les 6 mois. Voilà, ça aussi, ça peut être un axe d'optimisation. Et clairement, on peut avancer. D'une certaine manière, j'ai presque envie de dire, dans un monde idéal, en fait, le Green IT, l'étiquette Green IT ne devrait même pas exister. On devrait se dire, ok, le climat se dégrade, on sait que notre vie risque d'être très très compliquée très bientôt. Et ben dans nos métiers, on évolue, on fait les choses différemment et on fait plus sobre. Et on n'a pas besoin d'appeler ça du Green IT. En fait, ça devient un automatisme. On intègre dans nos dashboards de monitoring des métriques sur l'énergie, les gaz à effet de serre pour essayer de suivre ça à la trace et de faire de mieux en mieux. On compte le nombre de machines, on a des inventaires et des CMDB qui sont tenus à jour de manière à pouvoir calculer notre impact facilement, mettre la pression sur nos fournisseurs pour avoir les produits les moins impactants possibles, étendre la durée de vie surtout, ça on n'en a pas trop parlé, mais étendre la durée de vie, que ce soit des serveurs, des ordinateurs, des téléphones, tout équipement tech, que ce soit côté data center ou côté équipement utilisateur, en fait, c'est étendre la durée de vie de ces équipements, c'est vraiment un truc qui est capital. Donc voilà, limite, on devrait même pas avoir besoin de cette étiquette Green IT. Le fait est que c'est toujours comme ça que ça marche. On a toujours besoin de mettre une étiquette sur les choses pour que ça bouge et que les gens en parlent et que ça crée de l'émulsion. Mais au final, voilà, on pourrait très bien appliquer des méthodes qu'on a déjà aujourd'hui pour faire mieux. Peut-être que le label Green IT fait que on y pense là où jusque-là on n'y pensait pas trop. Si c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais est-ce que on peut imaginer que si je suis une entreprise et que je veux un peu forcer mes équipes de développement à, réduire leur consommation énergétique, est-ce qu'aujourd'hui, ils seraient capables avec, ton outil, tes métriques, d'avoir des quotas par équipe ou par application, de mettre des limites comme on met des limites en mémoire ou en CPU? Bah oui, complètement. À partir du moment où on a les métriques et qu'elles sont stockées dans une base de données de série temporelle, on peut mettre des alarmes comme on le souhaite. Là, c'est vraiment aux besoins de l'entreprise en fonction de son contexte. Bah, en termes de plutôt que des limites fixes et des limites avec de l'alerting, on va dire classique. Moi, une approche que j'aime bien, bah, je retourne encore sur les méthodes SRE, mais c'est justement d'appliquer les SLI et SLO à l'impact sur le climat. Plutôt que de parler que en satisfaction utilisateur, avec je sais pas, la latence sur les requêtes qu'on va voir sur une API, on peut mesurer l'intensité carbone par requête sur une API, définir un budget d'erreur là-dessus, et du coup savoir de mois en mois, est-ce qu'on est dans le rouge par rapport à notre budget d'erreur ou est-ce qu'on est bien, auquel cas est-ce qu'il faut réallouer des ressources sur les API où là on commence à être dans le rouge et on se rend compte qu'on est de moins en moins sobre.
voilà, c'est une approche qui est intéressante où on n'a pas forcément des limites fixées, mais on définit ensemble les SLO sur cette intensité carbone et on fait le maximum pour réduire au fur et à mesure. Si je reviens un instant sur ton approche par rapport aux entreprises, c'est plutôt quelque chose qui est décidé par le management de dire on veut réduire notre empreinte carbone, par exemple, ou alors l'inverse, il y a des équipes de développement qui sont concernées par ces sujets-là et qui font appel à toi, ou c'est un mix des deux? Alors j'ai le sentiment qu'il y a, en termes de nombre, il y a plus de personnes techniques, plus de personnes qui font les services, qui vont s'intéresser au sujet et qui vont commencer à pousser. Par contre, la réalité est que bien souvent, il faut que ça vienne du management pour qu'il y ait vraiment un projet qui se lance. Donc, dans les faits, autour de moi, en tout cas, je vois pas mal de projets qui se lancent et qui sont venus du management. Il y a quelqu'un dans le management qui a pris conscience et qui a vraiment envie de porter cette vision-là et de porter ce type de projet. Mais je vois aussi pas mal de développeurs, de personnes qui travaillent sur l'infrastructure, qui ont envie de faire mieux, qui ont envie de faire des choses. C'est juste que généralement, quand il n'y a pas au moins une personne dans la hiérarchie qui porte le projet, qui est un peu supporter, on va dire, du projet, effectivement, ça prend pas forcément comme ça, juste avec les personnes qui font les services, malheureusement. Mhm. Et quand on fait appel à toi, on l'a évoqué, le champ d'action est très très vaste. Comment ça se passe un projet type d'implémentation du Green IT en entreprise? Par où tu commences? Et puis, quels sont tes interlocuteurs en général? Généralement, on va parler avec le DSI, hein, très souvent, parce qu'il va être un peu à la croisée des chemins sur pas mal de choses. Il peut y avoir la RSE qui est dans la boucle ou pas, en fonction de l'entreprise. C'est vraiment, ça dépend. On va définir les objectifs, comme on disait. Donc, on va dire, OK, votre objectif, c'est de réduire votre impact en termes de gaz à effet de serre, par exemple. De combien? Donc, pour savoir de combien aussi, il faut savoir où on en est. Donc, on va mettre en place de la mesure. Ça peut être, de la mesure. Ça va souvent être à la fois de la mesure bottom-up et de la mesure top-down en fait, parce qu'on va mesurer certainement la consommation d'énergie sur les machines, mais ça va pas être suffisant parce que comme on l'a dit, il y a les émissions qui sont liées à la fabrication des machines. Pour ça, il faut avoir l'inventaire des machines. Il faut avoir des facteurs d'impact pour les différentes machines qu'on va utiliser pour faire les bonnes multiplications et savoir quel est notre impact scope 3. Euh, donc on va faire cette mesure, ça va être une espèce d'audit, de passage en revue de l'inventaire, on va combler les trous, parce que bien souvent les inventaires sont pas parfaits, il manque des informations, donc on va essayer de travailler avec le client pour remplir ces trous-là et avoir une vue complète. Et on va mesurer notre impact, donc on fera au moins une mesure globale de l'impact de l'infrastructure, une photo à l'instant T. Et après, pour aller plus loin, on va essayer de pousser vers du monitoring, vers de la mesure en continu sur les métriques qu'on peut avoir en continu, parce que c'est pas le cas sur tous les impacts, de manière à ce que l'entreprise puisse être proactive, puisse avoir des dashboards et puisse d'elle-même savoir dans quelle direction aller pour réduire l'impact de telle ou telle application. Et après, une fois qu'on a des métriques qui sont là en continu, une fois qu'on a au moins une image à l'instant T des émissions globales en comprenant tous les scopes, et en fait, on va creuser dans le détail. On va dire, OK, donc, quelles sont les grandes masses dans ma mesure? Quelles sont les grandes masses de mon impact a priori? Sur quel secteur je vais pouvoir réduire le plus mon impact avec le moins d'action pour commencer? Et donc là, ça rentre vraiment dans le spécifique et soit on identifie tout de suite des grandes masses sur lesquelles on commence directement, soit on va aller sur de l'optimisation, on va intégrer des métriques dans la CI, comme on le disait, pour réduire par application au fur et à mesure. Et puis on va se définir des objectifs et une deadline à laquelle il faut qu'on ait réduit et atteint nos objectifs. Mhm. Est-ce que c'est facile, du coup, de s'intégrer dans une entreprise parce que est-ce qu'ils ont tous les bons outils? Est-ce qu'ils ont tous la bonne culture pour que ce changement puisse s'opérer? Ça va vraiment dépendre. Une entreprise qui est très adepte des cycles de développement courts, qui est très agile, très certainement va réussir à s'adapter assez rapidement. Une entreprise qui est beaucoup moins agile, beaucoup plus classique,
va peut-être y avoir des zones de friction supplémentaires. Mais ça peut faire partie aussi de l'accompagnement, d'essayer de faire évoluer les usages et les méthodes pour arriver à quelque chose de plus souple en fonction du besoin, pour arriver à cette réduction d'impact. Et en fait, forcément, à un moment donné, le sujet de la réduction d'impact va s'entrecouper avec des sujets qu'on connaît bien et qui vont être plus autour des méthodes d'organisation, des méthodes de déploiement, de la répartition des responsabilités et tout un tas de sujets en entreprise et dans l'IT dont beaucoup de gens parlent finalement parce que c'est des sujets très importants. Ouais. Et ces missions durent en général combien de temps? Parce qu'on part du postulat que, par exemple, je veuille réduire de 20%. Je ne sais même pas si c'est un objectif qui est atteignable. Donc, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu définis des paliers? C'est-à-dire que on va porter nos efforts sur telle chose dans un premier temps, et puis peut-être faire une petite réduction, ne serait-ce que 1 ou 2%, mais c'est déjà un premier pas dans la bonne direction, et puis se fixer des objectifs peut-être un peu plus ambitieux par la suite, etc. Ou c'est comme ça que tu fonctionnes? Oui, oui, complètement. En général, c'est ce qu'on encourage, c'est de dire déjà mettons en place la méthode, mettons en place la philosophie, et puis commençons par une petite réduction, quelque chose de modeste. Mais une fois qu'on l'a fait, on sait que c'est possible. Puis on va pouvoir aller de plus en plus loin, creuser de plus en plus et augmenter nos objectifs jusqu'à arriver à une réduction significative à tel ou tel horizon. Et donc complètement avancer par paliers et faire de plus en plus, de mieux en mieux, plutôt que de viser tout de suite la lune et que ça soit très compliqué à mettre en place d'entrée de jeu, ça me paraît être une bonne approche. Autre point sur les méthodologies employées pour arriver au résultat, est-ce que tu es plutôt à chercher une équipe de champions, donc dans l'infra, dans les développeurs, dans le business, histoire d'avoir ces personnes-là qui te suivent et qui adhèrent directement et qui essaient d'évangéliser les autres, ou est-ce que tu es obligé d'y aller avec ton bâton de pèlerin et de faire le tour de tout le monde et d'essayer d'évangéliser tout le monde? Alors, je j'ai pas de réponse figée à cette question. Ce que je constate pour l'instant sur les missions auxquelles je participe, c'est que en général, il y a un ou plusieurs supporters du projet, de l'ambition de réduire son impact, et c'est souvent indispensable. Il faut souvent avoir une personne dans l'entreprise qui a suffisamment de levier et qui est vraiment motivée par le projet. C'est vraiment, en général, c'est central dans l'avancement du projet. Une fois qu'on a ça, assez naturellement, je constate que les personnes qui se sentent animées par le sujet rejoignent le projet. Et assez naturellement, des personnes de plusieurs équipes différentes vont rejoindre l'initiative. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller. Alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir au moins une personne dans chaque équipe, que ce soit l'infrastructure, le développement, le produit, qui soit dans le projet, ça aide toujours beaucoup. Mais en général, ça a l'air de se faire assez naturellement. Euh, et finalement, s'il y a besoin, ce qu'on va pouvoir faire, c'est évangéliser aussi le sujet, faire des formations sur quel est l'impact d'une infrastructure, pourquoi, pour finalement ouvrir les yeux et mettre le pied à l'étrier aux personnes qui se seraient pas forcément investies sur le sujet au départ. Donc j'ai pas de méthode même figée où je dis il faut un chef de projet, il faut une personne du produit, il faut un développeur. C'est pas aussi fixe que ça. Aujourd'hui, il y a un ou plusieurs supporters du projet et il y a une équipe qui se constitue autour. Et plus le projet avance, plus l'équipe grossit. Moi, j'ai eu des super exemples. Une entreprise que j'avais accompagnée. Alors, c'était pas une mission au sens classique du terme, mais en tout cas, je les avais conseillés, on va dire, sur une partie de leur projet de réduction d'impact. Et à la fin de cette phase d'accompagnement, cette entreprise, enfin l'équipe que j'accompagnais m'a dit mais en fait c'est génial, juste en discutant avec les autres équipes, en faisant euh, des, des, des formations en interne sur ce qu'on avait fait pour parler de notre projet, etc. Ça a fait des petits et en fait dans les autres entreprises qui travaillent sur d'autres services qui n'ont rien à voir, il y a des initiatives qui se sont lancées grâce au simple fait qu'on en ait parlé, quoi. Donc en général ça fait effet boule de neige. Euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est hyper enthousiasmant en plus. Ouais. Il y a une autre chose dont
Je suis vraiment curieux parce que dans ton modèle économique, pour toi, c'est très difficile, j'imagine, de fonctionner comme un sales classique. Tu peux difficilement aller démarcher une entreprise et lui dire: «Eh, ça vous dirait pas de réduire vos gaz à effet de serre, votre bilan énergétique, et cetera». Généralement, on s'attend plus à ce que les gens viennent te trouver parce que eux, ils ont cette démarche éco-responsable, on va l'appeler comme ça, et ils veulent réduire en effet. Donc comment ça se passe? Est-ce que du coup, tu pas trop de partie sales et tu fais plus du marketing, de l'évangélisation? Ou est-ce que tu as quand même un pitch sales qui marche pour les entreprises? Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas si on peut. Alors, j'ai des pitchs en fonction du contexte, mais je pense pas qu'on puisse associer ça à des pitch sales au sens strict du terme. C'est effectivement plus de l'évangélisation, et pour l'instant, bah, je vais plus rejoindre des projets existants où il y a un manque en termes de mesures, où il y a un manque en termes de conseils sur la réduction d'impact. Euh, Aujourd'hui, voilà, je, je m'inscris pas forcément dans une démarche de développement commercial classique. Comme c'est un projet qui est nouveau et comme en fait il n'y a pas encore, finalement c'est un sujet qui est encore assez immature, hein, faut aussi quand même bien le voir, que ce soit sur les outils, sur les données, en particulier les données ouvertes, bah, on n'a pas toujours ce dont on a besoin pour les projets. Donc finalement c'est un domaine où il y a encore besoin de, finalement c'est un peu de la recherche industrielle sur chaque projet, quoi, parce qu'il y a très souvent des données qui manquent ou de l'outillage qui manque. Euh, et donc finalement, pour le moment, je m'estime heureux. J'ai pas besoin de faire beaucoup de développement commercial pour que ça marche, parce que bah, voilà, on est quelques-uns. Hein, il y a quand même pas mal de boîtes qui s'y mettent, mais c'est encore insuffisant par rapport à la demande et aux besoins, quoi. C'est même très insuffisant si on prend un pas de recul et qu'on regarde quels sont les objectifs climat à horizon 2050. Hein. C'est colossal le besoin. Et donc aujourd'hui, ouais, non, je dirais pas que je m'inscris dans avec un pitch commercial classique. C'est plus de l'évangélisation et de la formation sur le sujet. Mmh. Et on sait bien qu'il y a des limitations, donc comme tu les as évoquées, il y a les cloud providers ou certains constructeurs qui aujourd'hui le font pas. L'État le fait pas forcément. Est-ce que de ton côté, en plus de l'évangélisation, alors on peut pas tout te demander, tu es tout seul, mais bon, tu fais partie d'une communauté. Est-ce qu'il y a une forme de lobbyisme qui va un peu, je vais dire harceler, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas aller chercher les cloud providers français, par exemple OVH, Scaleway, ou les constructeurs et leur dire, ça c'est des métriques qu'il nous faut parce que si on veut pouvoir arriver à un objectif, il nous faut des mesures. Et sans vous, on peut pas avoir ces mesures. Complètement, ouais. De ce que j'ai vu pour l'instant, le plus gros du lobbying vient des clients directement, des clients de ces plateformes, qui vont aller remonter ce besoin-là, qui disent nous on veut s'inscrire dans une démarche plus sobre, mais on manque de métriques. Si vous nous fournissez les métriques, bah déjà vous avez accès aux machines, donc a priori vous avez beaucoup plus de données que nous, on va aller beaucoup plus vite. Donc je sais que il y a du lobbying de ce côté-là des clients. Il y a finalement il y a des providers qui montrent quand même des signes encourageants. Il semble que le lobbying ait pas trop mal marché. Il y a OVH qui a annoncé, euh, je crois que c'est courant 2022, il me semble, sortir des dashboards de consommation d'énergie, et il me semble de gaz à effet de serre, mais je suis plus sûr, bah, pour chaque client. De la même manière que dans son interface OVH, on a les infos sur les services que l'on consomme, et on pourra avoir ces métriques-là. Scaleway a annoncé remonter la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre de l'utilisation des services d'un client dans sa facture. Donc là, on n'est pas sur de l'estimation en live, mais ça avance quand même. On l'a dit tout à l'heure, il y a Google et Microsoft qui ont quand même sorti un service d'estimation des gaz à effet de serre de nos usages. Donc voilà, tout ça, ça vient du lobbying principalement. Ça vient d'entreprises qui sont clientes de ces plateformes et qu'on dit, pourquoi on réinventerait la roue alors qu'en fait c'est à vous de nous remonter au moins une partie des métriques. Alors par contre j'insiste sur le fait que ce soit un gérant de data center ou un cloud provider, c'est une illusion de penser que le data center ou le cloud provider à lui seul peut arriver à quelque chose de plus sobre. Il faut aussi que ça vienne des clients, c'est pour ça que je prône un maximum la transparence. Et c'est aussi pour ça que si le cloud provider remonte les métriques d'impact à son client, bah son client va pouvoir travailler sur le sujet et il y aura un effort collectif. C'est bien dans le sens là que je l'entendais, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'amuser à couper nos machines virtuelles parce que
ça consomme de trop. Mais par contre, pour que le client qui est sur le cloud provider puisse agir, bien évidemment, il lui faut des métriques et c'est pas des métriques qui sont courantes, tu vois? C'est la première fois, par exemple, que j'en entends parler de ton outil. Est-ce que c'est le seul à exister? Est-ce que tu as déjà vu d'autres choses qui le faisaient? Est-ce que c'est pas une mesure commune? Mais si c'est une mesure qu'on peut tirer directement, en fait, de son CPU, qu'est-ce qui explique que, aussi peu de personnes la remontent? Alors sur la première question, non, c'est pas le seul outil, heureusement. Et d'ailleurs, pour le mentionner, comme je disais aujourd'hui, on peut pas, il n'y a pas encore d'outil pour faire de l'estimation euh, de ces métriques d'impact en continu sur le cloud, mais il y a des outils qui permettent déjà d'avoir des estimations intéressantes, notamment un outil open source qui s'appelle Cloud Carbon Footprint, qui donne les émissions de gaz à effet de serre, alors que de scope 2, mais c'est déjà intéressant. Il y a TIDS qui a sorti un calculateur en ligne, donc là on n'est pas vraiment sur de l'outillage automatisé, du monitoring, mais ça permet déjà d'avoir une estimation de son impact, scope 2 et 3 compris, et ça c'est super important à souligner, parce que des outils qui estiment le scope 3, il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc voilà, il y a d'autres outils, je les ai pas tous cités, il y en a d'autres, notamment des outils open source, donc c'est intéressant, l'outillage se développe. Et du coup, excuse-moi, la deuxième question c'était quoi? Qu'est-ce qui explique que cette Qu'il soit pas mesure remonté jusque-là. ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a les limitations qu'a Scaphandre aujourd'hui, qu'ont d'autres outils encore aujourd'hui, qui est que bien souvent il faut avoir accès aux machines physiques pour avoir des métriques précises. Donc ça, forcément, sachant que le cloud a dépassé 50% de part de marché dans le monde, forcément ça limite. Euh, le deuxième point, c'est que pour moi, c'est un sujet qui est pas compris pour le moment, globalement. Alors, sauf exception, bien sûr, mais pour l'instant, c'est un sujet qui est pas compris, au même titre que le réchauffement climatique en tant que tel est pas forcément compris en majorité. C'est pas pour rien qu'il y a des initiatives comme la fresque du climat qui sont là pour expliquer quels sont les mécanismes du réchauffement climatique, pourquoi c'est là, à quoi c'est dû, c'est quoi les gaz à effet de serre, qu'est-ce qui les émet, voilà, quels sont les effets, les réactions en chaîne qui expliquent tout ça. Et ben que ce soit d'un point de vue général ou du point de vue simplement de l'IT, il faut déjà avoir une compréhension de ces trucs-là pour se dire bon bah on va mesurer tel ou tel élément. Et aujourd'hui, voilà, il y a la compréhension du sujet grossit, mais c'est pas encore une généralité. Donc je pense que c'est le premier point. Et après, effectivement, une fois qu'on commence à se rendre compte et qu'on commence à comprendre la problématique, il y a la question de l'outillage, il y a la question de l'accès aux données, il y a la question de la collaboration possible avec ses fournisseurs, que ce soit les fournisseurs de logiciels ou de matériel, euh, ou d'équipements pour le workplace. Tout ça, ça peut être des freins potentiels parce qu'on peut rencontrer des entreprises, des partenaires qui nous disent mais moi ça m'apporte rien financièrement de me mettre à faire les choses plus sobrement, donc pour l'instant ça m'intéresse pas, je vais pas le faire pour vous. Alors si on est un très très gros client, comme on l'évoquait, on peut faire pression et des fois ça marche, mais pour l'instant voilà c'est vraiment au cas par cas et ça dépend de la prise de conscience des entreprises. Mais c'est là où c'est intéressant parce que euh, plus les gens se forment et comprennent le sujet, plus les entreprises se forment et comprennent le sujet, plus ça va devenir inexorable, et plus au final, euh, on va finir par faire, et ça commence déjà, on va faire la différence entre deux fournisseurs en fonction de leurs engagements environnementaux, de leur transparence sur les données et de l'aide qu'ils peuvent nous apporter à s'améliorer. OK. En dernière question, mettons que je sois totalement convaincu et je le suis. Par où je peux commencer si jamais je veux m'intéresser au sujet? Et comment est-ce que, si mon entreprise n'y adhère pas encore, comment est-ce que je peux contribuer, peut-être au travers d'outils open source ou de communautés ou je sais pas. Comment je peux contribuer à ça? Alors pour comprendre le sujet, souvent ça vient en parallèle de savoir mesurer les choses, ça permet de se rendre compte. Euh, d'une manière, bien sûr, j'encourage vivement tout le monde à essayer les outils open source qui existent sur le sujet parce que c'est le truc qui est le plus facile d'accès et il y a pas de frais de licence pour s'en servir et commencer à explorer. Euh, Plus globalement, justement, le groupe de travail dans lequel je suis, Boavista, à mon sens, c'est un exemple. C'est pas le seul organisme qui travaille sur ces sujets-là, mais en tout cas, c'est un exemple intéressant parce que c'est des groupes dans lesquels les entreprises, mais même les employés à titre individuel peuvent se joindre à une force collective de recherche, de compréhension de ces sujets-là et de progression sur ces sujets-là. Donc, ça permet d'avancer sur la mesure, ça permet d'avancer sur les techniques, les méthodes pour réduire son impact.
de rejoindre un groupe comme ça, de pas rester tout seul en fait. Il y a un peu cette idée-là aussi. Il y a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, qui essayent d'améliorer les choses, et donc de se regrouper pour avancer. En général, c'est quoi le dicton? C'est plus tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. Toutes les initiatives notables sur le sujet, c'est des entreprises et des personnes qui se sont regroupées et qui n'ont pas. C'est très bien de fouiller dans son coin, mais à un moment donné, pour passer à la vitesse supérieure, c'est encore mieux de se regrouper. Benoît, merci beaucoup, c'était une discussion passionnante. Merci à toi. Retrouvez Benoît sur Twitter, @bpetit_, et Hublot, également sur Twitter, @hublot.org, HUBBLOORG. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.